Bonsoir à tous. C'était pas avancé, il y a quelques places devant. Alors, je vais refaire. Qui a lu le déclin du courage? Finalement, enfin, qui a lu le déclin du courage de Solzhenitsyn sur Internet? Discours de Harvard, 78, levez la main. Il y a quelques paroissiens qui écoutent les homélies. Merci. Bien, bonsoir à tous. Alors, je dois excuser Madame Véronique Alro, qui a perdu sa maman en fin de semaine dernière, qui s'appelait Marivonne, et qui nous a demandé de prier pour elle. L'enterrement était hier matin, et elle ne pouvait donc pas venir ce soir à cette conférence. Voilà. Alors, toute chose malheur est bon, on ne sait pas. En tout cas, Dominique Souchet, devant faire l'introduction sur Solzhenitsyn et la Vendée, a accepté, et je le remercie vivement, de donner cette conférence ce soir, un peu en deux parties, il dira mieux que moi, sur Solzhenitsyn et la Vendée, ce qu'il devait déjà dire en l'amplifiant, et puis sur une chose qu'on entend peu, c'est la spiritualité de Solzhenitsyn, qui est, et donc j'ai hâte de l'entendre. Donc voilà, on prendra aussi le temps à la fin de prier, notamment de prier pour Véronique Alro et pour le repos de l'âme de sa maman Marivonne. Et puis comme chaque conférence, nous allons donc entendre le conférencier pendant environ 3/4 d'heure, 1 heure, puis nous prendrons le temps d'un échange, questions-réponses, voilà, sur le sujet évoqué. Nous passons aussi parmi vous pour votre offrande, pour nous aider à organiser toujours ce cycle de conférences avec toutes ces propositions d'exposition ou de concerts et pour nous aider à les organiser. Voilà, et puis je vous donnerai quelques informations pour terminer. Mais tout de suite, sans plus attendre, cher Dominique, merci de votre présence, nous vous écoutons avec joie. C'était en 1993, à l'occasion du bicentenaire du soulèvement de la Vendée, il y a 31 ans, à quelques jours près, un homme d'une stature exceptionnelle a répondu avec enthousiasme à l'invitation de la Vendée. Cette haute figure, c'est celle d'Alexandre Solzhenitsyn. Son rôle dans l'histoire est inouï. Armé de sa seule force spirituelle, il est parvenu, avec son génie romanesque, à ébranler un système totalitaire, fondé certes sur le mensonge, mais dont l'expansion paraissait aux contemporains irrésistible. Cet homme aimait la Vendée. Nous allons essayer de voir pourquoi. Et il l'aima davantage encore après l'avoir parcouru. Nous allons voir comment. Et puis à partir de sa traversée de Vendée, nous verrons comment celle-ci s'inscrit dans un itinéraire spirituel qui sous-tend toute son œuvre, une œuvre immense, une œuvre foisonnante, que l'on n'aborde pas ordinairement sous cet angle-là. Nous suivrons cet itinéraire spirituel de deux manières, à partir de sa vie, puis à partir de son œuvre. Nous le suivrons tout d'abord à travers le déferlement d'épreuves qui fondent sur lui, comment celles-ci nourrissent-elles sa vie spirituelle, et en particulier deux d'entre elles, l'épreuve du camp et l'épreuve de l'exil. Cet itinéraire spirituel, nous essaierons ensuite, et enfin, d'en découvrir l'expression à la faveur de quelques coups de sonde à travers son œuvre, des coups de sonde qui feront émerger trois réalités spirituelles, la providence, le miracle, le reflet d'éternel. Donc un plan en trois parties se plaira à notre ancien curé. Première partie, la traversée de Vendée d'Alexandre Solzhenitsyn. Seconde partie,
l'itinéraire spirituel d'Alexandre Solzhenitsyn à travers une vie d'épreuve, troisième partie, les réalités spirituelles qui irriguent l'œuvre d'Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn aimait la Vendée à cause de son histoire. Une histoire qu'il connaissait depuis l'enfance. Certains s'étonnèrent lorsqu'il accepta, comme un honneur, l'expression est de lui, l'invitation que lui adressa Philippe de Villiers à venir inaugurer le mémorial des Lucs sur Boulogne. Mais lui considérait comme une grâce de pouvoir venir rendre hommage aux martyrs vendéens qui s'étaient levés pour défendre la première des libertés, la liberté de conscience, face à la première terreur idéologique dans l'histoire. Jamais je n'aurais pu imaginer, fût-ce en rêve, dira-t-il dans son grand discours des Lucs. Il sait que le prologue de la tragédie de 1917 s'est joué là. L'histoire de la Vendée, à laquelle il a été initié par sa mère, francophone, lors de son enfance, il l'a retrouvée à l'âge mûr lorsqu'il a entrepris une étude très fouillée d'une question qui le hantait, celle de la généalogie de la Révolution. Et c'est alors qu'il découvre pleinement la filiation qui relie les deux entreprises terroristes, jacobines et bolcheviques. Mais il découvre aussi qu'il existe une autre filiation, celle qui relie deux résistances, la vendéenne et la russe, l'une et l'autre injustement méconnues, l'une et l'autre objet d'un inacceptable déni. Et c'est pour lui une joie profonde de venir contribuer par sa présence en Vendée à réparer cette injustice. La dernière phrase de son discours des Lucs claque comme une invitation pressante adressée aux Français à retrouver la mémoire. Aujourd'hui, je le crois, les Français vont être de plus en plus nombreux à mieux comprendre, à mieux estimer, à garder avec fierté dans leur mémoire la résistance et le sacrifice de la Vendée. La traversée de Vendée d'Alexandre Solzhenitsyn. Solzhenitsyn n'est pas venu en Vendée seulement pour inaugurer le mémorial des Lucs sur Boulogne et repartir aussitôt. Il est venu parcourir un certain nombre de beaux lieux spirituels de la Vendée. Sa traversée l'a mené de la Chaboterie au Luc, puis de Saint-Laurent à Saint-Gilles et au Puy du Fou. À la Chaboterie, il est venu sur les traces d'un charrette dont le nom et la réputation sont connus en Russie depuis que l'illustre généralissime Souvarov a entretenu une correspondance avec le chef vendéen. Solzhenitsyn a tenu à se recueillir devant cette relique rapiécée qui est la table sur laquelle Charette blessée a été déposée et à manifester son admiration devant le courage et la fidélité de celui qui n'a pas capitulé. Au Luc, Solzhenitsyn marche au milieu d'une foule immense sur les traces d'un peuple exterminé auquel il y insiste, selon la formule russe, auquel est due mémoire éternelle. Solzhenitsyn sait qu'il vient ici fouler la terre qui a servi de laboratoire à la première terreur idéologique. Et il se rend dans le village des Lucs comme dans une capitale spirituelle. Il tressaille d'émotion et il se signe devant la forêt de stèles de la crypte mémoriale. Puis il lance depuis là, la vallée de la Boulogne, son appel à la reconnaissance du sacrifice de la Vendée en lui conférant tout le poids qui s'attache à sa personnalité, au rayonnement exceptionnel. Il a voulu porter ce soir-là un costume qui avait été le sien le jour où lui fut remis le prix Nobel de littérature. À Saint-Laurent, en se recueillant près de la tombe du père de Montfort,
Solzhenitsyn se sent en parfaite communion avec celui qui identifiait volontiers à l'un de ces folles en Christ, ces missionnaires itinérants qui parcouraient sans cesse la Russie, d'un sanctuaire à l'autre. Et à Saint-Gilles, Solzhenitsyn a marché sur les traces de Marina Tsvetaeva, qu'il considère comme la plus grande poétesse russe du XXe siècle. Elle aussi avait été attirée en Vendée par le souvenir de son admirable résistance qu'elle a comparée dans ses poèmes à celle du Don en Russie. Pour elle, il s'agit du premier sursaut de liberté, je la cite, face à ce qui allait devenir la terrible roue du chimérique déterminisme historique. En inaugurant une stèle bilingue à la mémoire de Tsvetaeva que vous pouvez voir à Saint-Gilles sur la dune de la Garenne, ainsi qu'une statue de Marina Tsvetaeva sur les bords de la ville. Quand il a inauguré cette stèle, il ne devait pas a priori prendre la parole, et puis il s'est lancé face à l'océan dans une étonnante allocution improvisée pour dire combien il se sentait proche et de ce lieu et de cette mémoire. Et au Puy du Fou, après avoir lui-même forgé un clou à la forge du village 18e, il s'émerveillera devant la cinécénie avec la joie d'un enfant ne pouvant se retenir d'applaudir à tout instant. Et il sera particulièrement impressionné par la générosité et l'ardeur de cette armée de bénévoles qui se réapproprient, qui réactualisent, qui rejouent leur histoire avec entrain et gravité. Et il promet dès son retour en Russie de citer le Puy du Fou en exemple à ses compatriotes, afin qu'ils s'en inspirent pour évoquer à leur tour la résistance russe à l'idéologie. Au fil des étapes successives de cette traversée, les raisons profondes pour lesquelles Alexandre Solzhenitsyn a tenu à venir en Vendée vont s'éclaircir à ses propres yeux et s'éclaircir à nos yeux. Si les Vendéens tiennent depuis toujours une place particulière dans son cœur de Russe, c'est en venant chez eux qu'il va véritablement comprendre la cause profonde et la source réelle de cet attachement. Cette cause, cette source, c'est que Solzhenitsyn et ceux dont il s'est fait le porte-parole sont passés par les mêmes épreuves que les Vendéens et les ont supprimés de la même manière. Alexandre est un rescapé de l'archipel du Goulag, comme les Vendéens sont des rescapés de la grande extermination. Les uns et les autres se sont trouvés exposés à une même volonté d'anéantissement peut-être. La Vendée comme la Russie, Solzhenitsyn avait observé ça pendant son séjour, la Vendée comme la Russie ont été l'une et l'autre débaptisées. À leur nom, on a substitué une désignation idéologique, l'acronyme URSS pour la Russie et le département vengé pour la Vendée. Je vous rappelle au passage l'article 1 du décret du 18 Brumaire en 2 adopté par la Convention, je cite, « Le département ci-devant appelé de la Vendée se nommera désormais le département vengé ». Et les uns et les autres ont répondu de la même façon au même défi. Comment transcender une légitime soif de vengeance? Comment la convertir en force créatrice et en exigence de justice? Comment ne pas s'enfermer à jamais dans le ressentiment? Comment redevenir, après avoir subi la terreur, des hommes sans amertume? En parallèle, à nos yeux, à nous, s'imposait comme une évidence l'idée que nul autre qu'Alexandre Solzhenitsyn, avec l'autorité, encore une fois, exceptionnelle qui était la sienne, n'aurait pu venir asseoir à sa juste place
la Vendée dans l'histoire comme il l'a fait. Il nous est apparu que ce rôle lui avait été dévolu tant son destin était accordé au nôtre. Tout au long de son parcours vendéen, au fil des conversations, au fil des lieux, la substance même du juste hommage c'était son expression, la substance du juste hommage que Solzhenitsyn avait voulu venir rendre aux Vendéens se précisait. Il voyait en eux l'analogue exact, c'est encore l'une de ses expressions, l'analogue exact des paysans russes qui avaient résisté à la révolution bolchevique à Tambov, en Sibérie occidentale, dans la région du Don, et qui avaient été pareillement exterminés et pareillement oubliés par l'histoire officielle. Ce qui frappait Solzhenitsyn, c'est que les uns et les autres avaient su déceler d'instinct, hors de toute considération théorique, la vraie nature toxique du processus révolutionnaire. C'est qu'il ne s'était pas laissé abuser par le détournement des mots, et en particulier celui de liberté. C'est qu'ils avaient parfaitement compris que c'était une autre religion qu'on voulait leur faire adopter à la place de celle qui donnait sens à leur vie. Les Vendéens n'avaient pas plié devant le fétiche idéologique qui ressurgira en Russie 125 ans plus tard pour embourber, c'est le nom qu'utilisait Solzhenitsyn, le mot qu'utilisait Solzhenitsyn, pour embourber durablement le pays, son pays, dans le mensonge. Et Solzhenitsyn tenait à saluer le courage de ceux qui avaient assumé le devoir de se soulever quand la ligne rouge de l'inacceptable avait été franchie, puis le devoir de reconstruire au lendemain de l'extermination en sachant rompre avec l'enchaînement stérile des rétorsions. De lieu en lieu, l'épouse d'Alexandre Solzhenitsyn, Natalia, qui l'accompagnait, ne cessait de répéter « Il se sent en Vendée comme chez lui. Il se sent en Vendée comme chez lui. » Et ça n'était pas un propos mondain. Lui se projetait déjà dans cette Russie post-communiste qu'il allait retrouver un an plus tard. À tous ceux qui étaient venus l'écouter au Luc, il avait confié, je le cite, « En inaugurant aujourd'hui le mémorial de votre héroïque Vendée, ma vue se dédouble. Je vois en pensée les monuments qui vont être érigés un jour en Russie, témoins de notre résistance russe. Il espérait que les Russes seraient à la hauteur, et il promettait de leur rapporter de Vendée les références qui l'avaient impressionné, et qu'il évoquera d'ailleurs dans ses mémoires, la densité historique de la Cinécénie, l'audace esthétique du mémorial. Cheminer avec Solzhenitsyn à travers la Vendée, c'était cheminer dans un perpétuel va-et-vient entre ces deux résistances sœurs de Vendée et de Russie, sans cesse évoquées, et qui tissaient entre nous une profonde complicité spirituelle. L'ami et l'interprète de Solzhenitsyn, Nikita Struve, traduira de la manière suivante la quintessence et la portée de ce voyage de Vendée, je le cite. Au pied de la chapelle des Lucs et sur les dunes vendéennes, se retrouver dans une même vérité, la France et la Russie, deux époques, deux pays, mais en profondeur, un seul et même destin, authentifié par les souffrances des uns et des autres, porteur d'un message universel de courage et de liberté. Après l'itinéraire vendéen de Solzhenitsyn, venons-en à l'examen de son itinéraire spirituel, dans lequel, naturellement, l'itinéraire vendéen vient s'insérer, en évoquant en premier lieu la vie d'épreuve qui a été la sienne. Qu'est-il possible de dire à propos de la spiritualité d'Alexandre Solzhenitsyn qui puisse nourrir notre méditation de ce soir? Il n'a rédigé aucune profession de foi.
il n'a écrit aucun « ce que je crois ». Ce que nous avons, c'est une proclamation dont il sait qu'elle lui ouvre la voie du martyre. Il la formule ainsi dans Le chêne et le veau: « J'ai affronté leur idéologie ». Mais remontons le temps. La foi orthodoxe de son enfance, acquise auprès de sa mère, d'une tante, de grands-parents, il est né orphelin de père, va se dissiper. Elle va se dissiper au contact de la puissante machine de propagande athée mise en place par le régime communiste. Elle va se dissiper par la fréquentation d'un système de formation dont la fonction principale est d'apprendre à haïr la Russie d'avant la Révolution, à haïr l'obscurantisme religieux. Elle se dissipe au fur et à mesure qu'il franchit les différentes étapes du cursus mis en place par les organisations de la jeunesse communiste qui ont pour mission de conduire chaque enfant soviétique de la crèche jusqu'au parti. Au temps des pionniers, des camarades d'espionne, on l'a vu, suivre sa tante à la messe. Il sera dénoncé, il sera victime d'un procès, on lui arrachera sa croix de baptême, et au feu de camp des pionniers, on lui fait hurler avec enthousiasme au combat pour un octobre mondial. Mais il dira plus tard que malgré tout, dans le sous-sol de son cœur, les liturgies persécutées de son enfance avaient laissé une trace indélébile. L'officier d'armée rouge qu'il devient est pourtant coulé dans le moule du profil type du jeune soviétique, athée et marxiste, appelé à devenir, selon la formule convenue, un amoureux de la Révolution. C'est l'arrestation du capitaine d'artillerie Alexandre Solzhenitsyn, le 9 février 1945, par les agents du contre-espionnage de l'Armée rouge, qui va être le déclencheur d'un véritable retournement que rien ne laissait présager. Solzhenitsyn est accusé d'avoir furtivement mis en doute les capacités militaires de Staline dans une correspondance totalement privée, mais qui a été interceptée, une correspondance avec un camarade, avec lequel il partage la même foi dans un léninisme dont Staline aurait détourné l'héritage. Il a 26 ans, il est dégradé, emprisonné et condamné à 8 ans de camp, à 8 ans de boulot. Son arrestation sur le front de la Prusse orientale, où il s'est distingué sur le plan militaire, est un choc terrible qui ouvre son chemin de masse. L'officier, autoritaire, habité par l'idéal soviétique, amorce alors une véritable conversion spirituelle. Sa prise de conscience s'esquisse dans un poème qu'il compose au camp après avoir réchappé de l'ablation de tumeur. Quand donc ai-je dilapidé, dissipé à tout vent les semences du bien? Les chants de tes églises n'avaient-ils pas bercé mon adolescence de leurs accents sereins? Les feux de l'érudite sagesse éblouirent mon cerveau hautain. Les mystères du monde me vinrent limpides et malléables à souhait le destin. Et sans bruit, l'édifice de la foi s'écroula dans mon âme rebelle. J'ai connu les confins de l'être et du néant. Au bord de l'abîme, je me suis maintenu. Solzhenitsyn va se montrer particulièrement sévère à l'égard de ce qu'il appelle son aveuglement. Celui-ci va susciter chez lui un profond repentir personnel. Et c'est ce repentir qui fondera à ses yeux
la légitimité de la dénonciation fulgurante du système concentrationnaire soviétique qu'il va entreprendre en écrivant l'archipel du Goulag. Après la publication d'une journée d'Ivan Denisovitch, Solzhenitsyn est devenu le dépositaire, le récipiendaire d'innombrables confessions de rescapés du Goulag qui lui ont comme confié leur destin chaotique. Parmi ces témoins de première main, il en retiendra 226 qu'il qualifiera de co-auteurs de l'archipel du Goulag. L'archipel, vous le savez, est dédié à ceux qui ne sont plus là pour témoigner. Je vous cite la dédicace, dédié à tous ceux à qui la vie a manqué pour raconter ces choses. Dédié à tous ceux à qui la vie a manqué pour raconter ces choses, et il ajoute qu'il me pardonne si je n'ai pas tout vu, si je ne me suis pas souvenu de tout, si je n'ai pas tout deviné. Pour ébranler un empire idéologique à partir d'un roman, ce qui paraît un projet fou, comment Solzhenitsyn entend-il procéder? Mon but, dira-t-il en 1975, consiste à reconstituer la vérité dans toute sa plénitude grâce à la méthode formidable qu'est la vision artistique. Mais encore en plaçant son lecteur face à une multitude de visages, en donnant un nom à chacun de ceux qu'on avait voulu réduire à une abstraction. Véronique Alro a une très belle formule, en opposant des personnages concrets au trompe-l'œil de l'idéologie. Cette confession de Solzhenitsyn de repentir qu'il manifeste devant son aveuglement personnel ne fait pas couvrir la voie à l'élaboration de l'archipel du Goulag. Il la considère comme la prémisse d'un indispensable repentir individuel et collectif qui conditionne à ses yeux la possibilité pour la Russie de se reconstruire un jour sur des fondations solides. Il prophétise que l'absence de ce repentir pour les crimes commis pendant la période soviétique serait pour la Russie la source de bien des malheurs internes et externes. Et lui-même donnera l'exemple en adoptant, lors de son retour en Russie, la posture de pénitent qu'il aurait aimé partager avec un grand nombre de ses concitoyens. Sa Russie, en effet, sa rentrée en Russie, il l'effectuera un an après sa venue en Vendée par la porte d'entrée de l'URSS concentrationnaire, Magadan la Conne. Ces crimes de la période soviétique, il ne se contentera pas de les révéler avec toute la puissance de son génie romanesque, en faisant du Goulag un pays. Il voudra remonter à la source qui les a rendus possibles. C'est depuis le Goulag, qui signe le triomphe apparent du mal, qu'il va identifier, parce qu'il l'a expérimenté de manière existentielle, la menace vitale que fait peser l'engrenage révolutionnaire qu'il appellera la roue rouge sur la nature spirituelle de l'homme. Cette menace est celle de l'aliénation que produit la soumission au mensonge idéologique. Au mensonge d'une idéologie qui entreprend de substituer au réel une idole fantasmée, censée ouvrir les portes du pays des merveilles et qui débouche en réalité sur l'enfer du camp. Le camp, conçu comme un lieu d'anéantissement, va être au contraire pour Solzhenitsyn celui de la résistance spirituelle. C'est là qu'il redécouvre l'espérance chrétienne et où il retrouve la foi de son enfance. C'est là que sa destinée va lui apparaître avec clarté.
il lui appartient de se conduire en prophète. C'est là, dans les camps, qu'il acquiert la conviction intime d'avoir été désigné pour révéler le destin de dizaines de millions d'hommes qui y sont morts de faim, de froid, d'épuisement, soustraits au regard, soustraits à la mémoire. Solzhenitsyn est un rescapé. Sa route est scandée de malheurs qui auraient dû le broyer. Il ne va cesser de traverser des épreuves redoutables. Après celles de la guerre, de la prison et des camps, ce seront celles de la relégation, puis d'un cancer qui le conduit aux portes de la mort. Sauvé alors qu'il était condamné par la médecine, il se considère comme le bénéficiaire d'un véritable miracle qui l'oblige. Puis ce sera, après une tentative d'empoisonnement, le bannissement, la déchéance de nationalité, sa maison natale détruite et un acharnement diffamatoire, un flot de calomnies contre son œuvre pendant un exil de 20 ans qui ne lui permettra de retrouver son pays au soir de sa vie. Et pourtant, chaque fois, ce lutteur interprétera l'épreuve non comme un malheur conduisant à la désespérance, mais comme une école spirituelle, comme une grâce qui l'éclaire, une grâce qui l'aide à trouver le chemin de son devoir. Voyons comment, à partir de deux de ces épreuves, celle du camp, celle de l'exil. L'expérience du camp amènera Solzhenitsyn à se poser la question de fond: comment en est-on arrivé là? Et peu à peu, il va mettre le doigt, comme je vous l'ai indiqué, sur le nœud qui est au cœur du drame, la séduction de l'idéologie, puis son emprise. Et de là, il remontera jusqu'à la source, jusqu'à la matrice qui a inspiré le système soviétique et qui n'est autre que la terreur jacobine. Dans l'un et l'autre cas, Solzhenitsyn identifie clairement la prémisse qui est à l'origine de la sortie de route, la mise hors jeu de toute transcendance, l'idéologie traquant toute vie spirituelle. Et c'est pourquoi sa venue en Vendée est tout sauf une excursion. Il vient boire à la source de la première résistance à s'être levée contre le transfert de sacré qu'opère une révolution idéologique. Il vient nouer, lui l'homme des nœuds, lui qui structure son œuvre maîtresse, la roue rouge, autour de moments cruciaux où l'histoire s'infléchit et qu'il appelle les nœuds, il vient nouer deux emballements terroristes dont l'athéisme radical est la racine. Les terribles contraintes du camp, son dénuement absolu, ont appris à Solzhenitsyn quel était le contrepoison efficace pour contrecarrer la séduction de l'idéologie progressiste, se forger une liberté intérieure en renonçant à l'obsession d'envie. Et cela commence au camp, en se contentant de sa pitance de survie. Dans l'archipel, Solzhenitsyn convertira cet apprentissage en conseil. Je le cite: « Ne comprendrons-nous jamais, nous, les avides, que c'est en possédant que nous perdons notre âme? Que votre mémoire soit l'unique sac de voyage. Souvenez-vous de tout. Seuls ces graines amères auront peut-être la chance un jour ou l'autre de lever. Le réel, l'histoire, le lieu, telles sont les balises que l'on retrouvera à travers toute l'œuvre de Solzhenitsyn en guise de garde-fous qui retiennent de verser dans l'idéologie. Le camp, univers du manque absolu, devient ainsi chez Solzhenitsyn le lieu de l'apprentissage à la fois de l'ascèse et de la liberté intérieure. Après l'expérience du camp, l'expérience de l'exil. Elle l'amène à se poser une question de fond, symétrique à celle que lui a inspirée le camp. Non plus comment
en sommes-nous arrivés là, nous les Russes? Mais comment en êtes-vous arrivés là, vous les Occidentaux? Comment vos sociétés sont-elles parvenues à un tel déclin? La question elle-même offusquera les auditeurs américains du discours de Harvard, oublieux de la devise de la célèbre université, Veritas. C'est vers leur propre devise que Solzhenitsyn les reconduit, lui qui s'est donné pour devise « vivre sans mentir ». Ces auditeurs s'attendaient à quoi? Ces auditeurs, ils s'attendaient à un propos louangeur et amen sur le mode de vie occidental. Cinglant, Solzhenitsyn est à rebours en lançant « Non, non, je ne puis recommander votre société comme idéal pour la transformation de la nôtre. » Pourquoi? Pourquoi? Parce que, répond-il, l'âme humaine aspire à quelque chose de plus haut, de plus chaud, de plus pur que ce que peut aujourd'hui lui proposer l'existence massifiée de l'Occident, la quête immodérée, obsessionnelle de biens matériels qui vous a détourné de l'essentiel, l'aspiration au développement spirituel. Pour Solzhenitsyn, c'est l'éloignement de l'homme du divin par une autre voie que l'idéologie soviétique, mais avec des résultats convergents, qui a propulsé l'Occident dans une course folle. Celle-ci prend le visage à l'ouest d'une adoration du matériel qui prend la place, la nature ayant horreur du vide, d'un Dieu mis à l'écart. De la sorte, poursuit Solzhenitsyn, l'esprit de mesure s'est émoussé, malgré l'héritage moral des siècles chrétiens, le sens de la responsabilité et du devoir s'est affaibli, le courage a décliné. Solzhenitsyn en conclut que l'Est et l'Ouest sont atteints par le même mal. Je le cite, « Les transformations politico-sociales nous enlèvent ce que nous avons de plus précieux, notre vie intérieure. À l'Est, c'est la foire du parti qui la foule aux pieds, à l'Ouest, la foire du commerce. » Les temps paraissent avoir changé depuis lors, mais ne croyons pas que Solzhenitsyn nous parle d'un monde révolu. En fait, ce grand discours qui date de 1978 est assez intemporel et je crois qu'il garde aujourd'hui toute sa pertinence. Face à ce déclin de l'Occident, que le russe Solzhenitsyn radiographie avec tant d'acuité, quel contrepoison lui inspire son exil. Pour réveiller les consciences occidentales, il leur lance à Harvard, en ami, dit-il, en ami, un appel à choisir la voie de l'élévation spirituelle qui leur permettra, le moment venu, je le cite, de quitter cette vie en créature plus haute qu'elle n'y était entrée. Et c'est sur un ton prophétique que Solzhenitsyn conclut son discours de Harvard. Il invite ses auditeurs, peu habitués à un tel langage, à un embrassement spirituel. Il nous faudra, proclame-t-il, nous hisser à une nouvelle hauteur de vue, à une nouvelle conception de la vie, où notre être spirituel ne sera plus piétiné. Nous n'avons pas d'autre choix que de monter toujours plus haut. Évoquons à présent, et pour terminer, l'itinéraire spirituel d'Alexandre Solzhenitsyn, à partir de quelques extraits de ses œuvres, que trois réalités spirituelles irritent de manière régulière. Je vous l'ai cité en introduction, la providence, le miracle, et puis celle qui pour lui résume sa vocation d'écrivain, le reflet de l'éternel. La providence. Pour lui, l'histoire n'est pas le fruit du hasard. Il est légitime que l'homme cherche à deviner l'histoire. En revanche, prétendre connaître son sens, comme le soutient l'idéologie progressiste, est une imposture.
Selon lui, l'homme doit agir, non pas comme s'il connaissait le dessein divin, mais en étant conscient que celui-ci existe et qu'il doit se mettre au service de ce dessein inconnu. Mais comment être assuré d'agir à bon escient si les desseins de la Providence sont insondables? La roue rouge apporte une réponse. En accomplissant son devoir, à sa place, tel qu'il se présente dans des circonstances concrètes. Et une phrase du discours de Solzhenitsyn où Luc fera écho à celle de la roue rouge: il faut savoir améliorer avec patience ce que nous offre chaque jour. En faisant son devoir, pour Solzhenitsyn, l'homme établit un lien entre le présent et le passé et assure ainsi une continuité historique. Pour Solzhenitsyn, le passé n'est pas un présent aboli, mais une réalité à part entière qui prolonge son existence dans le présent, exactement comme le présent a une partie de lui-même dans l'avenir. L'histoire apparaît ainsi comme un processus cumulatif auquel est lié un sentiment de responsabilité à l'opposé du processus de déliaison révolutionnaire. Je ne voudrais pas prononcer en vain le mot providence, écrit Solzhenitsyn. En le disant, on entre dans la sphère solennelle. Quant à moi, je suis convaincu de sa présence dans chaque vie humaine, dans la mienne propre, comme dans l'existence des peuples entiers. Seulement, nous sommes si superficiels que nous ne comprenons jamais rien là-dedans. Nous ne nous apercevons des tournants de notre vie et nous ne les comprenons qu'avec un grand retard. Et je suis sûr qu'un jour, nous allons comprendre le sens de 1917. Les Vendéens, de leur côté, ne se sont-ils pas longtemps murmurés intérieurement: un jour, nous allons comprendre le sens de 1793. Miracle. Le mot miracle est très présent dans l'œuvre de Solzhenitsyn et joue souvent un rôle important dans l'agencement même du récit. Je prends deux exemples. Je dirais de Mars 17. Mars 17, c'est l'un des 8 tomes de La Roue Rouge qui compte 6000 pages. Si vous voulez lire un livre de Solzhenitsyn, ne commencez peut-être pas par La Roue Rouge, on pourra en parler tout à l'heure. Premier exemple, le colonel Koutiepov. Le colonel Koutiepov, c'est un personnage majeur de ce récit. Il échappe à la mort à Petrograd. Petrograd, c'est le nom que Saint-Pétersbourg a porté après la déclaration de guerre allemande à la Russie entre 1914 et 1924. Koutiepov échappe à la mort au deuxième jour des émeutes révolutionnaires. Je cite Solzhenitsyn. Il s'éloignait. Il s'agit des héritiers. Il s'éloignait. Koutiepov fit le signe de croix. Cela n'avait pas d'autre nom que le miracle divin. Dieu avait tout simplement détourné leur regard. Donc Koutiepov pouvait encore être utile à quelque chose. Miracle encore lorsque Stolypine, qui va devenir le remarquable Premier ministre de Nicolas II, est choisi au lieu d'un des médiocres prétendants qui aspirent au poste. Je cite Solzhenitsyn. Parmi des centaines de nominations, presque toujours erronées, myopes ou inconsistantes, celle du 9 mai 1906 se détache comme un miracle de l'histoire russe. Elle faisait entrer l'homme qu'il fallait dans le premier cabinet du nouveau régime, alors que s'ouvrait dans l'histoire du pays une époque nouvelle. Mais chaque fois
Chez Solzhenitsyn, le miracle survient moins comme une récompense que comme une chance accordée. C'est moins un fait accompli qu'une possibilité qui est offerte. Le miracle n'efface pas la responsabilité humaine. L'idée du devoir et celle du miracle se rejoignent. Pour Solzhenitsyn, la responsabilité que porte chacun de nous est inaliénable. Elle ne peut pas être déléguée parce qu'elle est la conséquence de la liberté d'action qui est octroyée par Dieu à chacun de nous. Nul n'a donc le droit d'en fixer les limites. Parce que le dessein providentiel est insondable, l'homme doit se battre jusqu'au bout. Tout chemin qui laisse un espoir doit être emprunté. Dieu n'intervient pas si directement dans l'histoire humaine, il agit à travers nous en nous proposant de trouver nous-mêmes la solution. Cette conception du miracle s'inscrit dans cette tradition chrétienne qui met l'accent sur son aspect éducatif. Le miracle recèle en lui-même une leçon qu'il appartient à la liberté donnée à l'homme de mettre ou non en œuvre. Et ici, Solzhenitsyn rejoint Bernanos lorsque ce dernier écrit « Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres ». La providence, le miracle, le reflet d'éternel. Le reflet d'éternel, Solzhenitsyn reprend souvent cette expression, notamment pour caractériser la mission d'écrivain prophétique qui, il en est convaincu, lui a été confiée. Mais ce thème constitue un véritable leitmotiv, ou si vous préférez une base continue, qui court à travers toute son œuvre. Nous l'avons évoqué à propos de ces deux grandes cathédrales que sont l'archipel du Goulag et la Roue-Rouge. Mais je voudrais terminer en évoquant au fil d'œuvres plus méconnues, en parcourant avec vous des textes infimes que Solzhenitsyn appelle des miettes et qui sont comme autant de petites chapelles rurales éparses. Ces miettes, il les a rassemblées dans un recueil intitulé « Études et miniatures ». Ces miniatures évoquent des petits lieux, des moments privilégiés où le temps est comme suspendu, un paysage, une sensation, une contemplation. Et comme il convoque des témoins réels dans ces fresques historiques, il s'émerveille ici devant une beauté réelle qui contraste avec l'artificialité des productions idéologiques. Cette beauté réelle, c'est celle du silence d'un lac, c'est celle de la senteur de l'herbe, d'un sentier forestier, mais c'est aussi une beauté qu'il retrouve méprisée, avilie, souillée par les œuvres du régime soviétique. Ces petits poèmes en prose, à la gloire du réel, composés pour certains avant le bannissement de l'URSS et pour d'autres après le retour en Russie, nous révèlent un Solzhenitsyn non plus épique, mais un Solzhenitsyn intimiste. Alors on pourrait retenir de nombreux textes, j'en ai retenu à votre attention 3. Le premier traduit son amour pour ce qu'il appelle les chemins de campagne, qui évoquent les chemins noirs chers à Sylvain Tesson. Et nous avons pu constater lors de son séjour en Vendée l'affection particulière, profonde qu'il avait pour les paysages de l'eau. Cette miniature s'intitule « En suivant la rive de l'Oka ». L'Oka, c'est le principal affluent de la Volga, par laquelle il se jette à Nijni Novgorod, après avoir reçu les eaux de la Moskova. C'est le cœur de cette Russie moyenne qui représente pour Solzhenitsyn la quintessence de son pays, son cœur spirituel. Alors cette Russie centrale, c'est celle que décrit Turgenev, c'est celle
qui a aimé les Cénines, c'est un pays de campagne fertile avec ses vergers de Pomiantonov, avec ses reliefs arrondis par l'érosion. C'est la courbure gracile de ses fleuves, aux hautes rives émaillées de forêts, mais surtout, écoutons Solzhenitsyn. En parcourant les chemins de la Russie moyenne, on comprend peu à peu ce qui rend le paysage russe si apaisant. Ce sont les églises. Escaladant les poteaux, grimpant sur les collunes, s'avançant princesses blanches et rouges vers les larges fleuves, dressant leurs clochers sveltes, fuselés et multiformes, au-dessus d'un quotidien de paille et de voliges, elles se font signe de loin, de très loin. Jaillies de villages dispersés, les uns aux autres invisibles, elles montent vers le ciel unique. Où que vous mènent vos vagabondages, à travers champs et prés, vous n'êtes jamais seul. Au-dessus d'un mur de forêt, d'une rangée de meules ou même de la courbure de la terre, pointent toujours quelques petits clochers et ils vous invitent à vous approcher. Mais vous entrez dans le village et vous découvrez que celles qui vous saluaient de loin ne sont plus vivantes, mais mortes, tuées. Dans cette église-ci, vrombissent des machines. Celle-là est tout simplement cadenassée, muette. Cette autre, et cette autre encore, sont transformées en pleurs. De tout temps, il y a eu des hommes avides. Souvent, il y en a eu méchants. Mais la cloche du soir retentissait, ruisselant sur le village, sur les champs, sur les bois. Elle rappelait qu'il faut laisser là les petites affaires terrestres, qu'il faut donner une heure et un peu de ses pensées à l'Éternel. Cette sonnerie de cloche redressait l'homme, l'empêchait de s'affaisser à quatre pattes. Dans ces pierres, dans ces clochers, nos ancêtres ont mis tout ce qu'ils avaient de meilleur, toute leur compréhension de la vie. Alors nous devons prendre garde, nous aussi, à ce que notre patrimoine religieux vendéen ne connaisse pas un jour le sort des églises russes sous l'ère soviétique. Des initiatives comme la traverselle, les visitations de la paroisse Notre-Dame de Luçon, et il y en a bien d'autres, contribuent à maintenir vivant, sans le dénaturer, ce riche maillage dont nous avons hérité. Mais je crois que c'est toute une dynamique de réappropriation par les générations nouvelles de ce legs précieux, une richesse trop méconnue, il faut imaginer et promouvoir. Et alors là, je me permets une petite minute de publicité, parce que c'est dans cette perspective que nous avons lancé les États généraux du patrimoine religieux de la Vendée. C'est un très beau colloque qui va se tenir les 28 et 29 novembre à Issès et le 30 à Luçon. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je reviens au livre de Loka pour souligner combien l'approche de Solzhenitsyn est éloignée de tout panthéisme et de tout narcissisme. Lorsqu'il évoque une promenade en forêt, il n'est pas à la recherche d'émoi égotistes ou de je ne sais quelle errance romantique, mais d'une communion vraie avec la création. Que dit-il du sous-bois? Il protège des bruits du monde et ouvre vers le ciel. Après les rives de Loka, je ne pouvais pas ne pas retenir ce soir à votre intention la miniature intitulée « Pensée nocturne ». Dans la vie actuelle, nerveuse, endiablée, fugitive, les pensées au cours de la journée n'ont pas le temps de mûrir, de se fixer. On les renvoie à plus tard. Dans la nuit, elles reviennent et reprennent leur droit. Les voilà qui se précipitent sur toi alors que tu es en mode. Ta fermeté
la dignité consiste à maîtriser ce sombre torrent pour le diriger vers ce qui fortifie. Il est toujours une pensée qui apporte avec elle un tout modeste vecteur de paix. Réussir simplement à trouver cet axe, ce rayon salvateur de Dieu, et bien le tenir. Alors, l'âme et la raison se purifient, et dans le vaste remue-ménage de l'insomnie s'introduisent des pensées graves, inspirées. Aurait-on jamais pu les effleurer dans la trépidation du jour? Grâce soit rendue à l'insomnie. De cette hauteur, n'offre-t-elle pas de trouver une solution à l'insomnie? Après ces miettes de la création, après ce petit vadémécum de l'insomnie, j'ai naturellement retenu la dernière des miniatures, qui est une prière pour les défunts, une méditation à la fois grave et pleine d'espérance au soir de la vie. C'est un legs de haute sagesse qui nous a été transmis par des hommes d'une sainte vie. Les parents sont partis, nos contemporains aussi. Où s'en sont-ils allés? Cela semble impénétrable. Le comprendre ne nous sera pas accordé. Pourtant, avec une clarté comme par avance donnée, la lumière se fait. Non, ils n'ont pas disparu. Mais nous ne serons rien de plus tant que nous serons en vie. La prière pour leurs âmes projette de nous vers eux, d'eux vers nous, une arche immatérielle, d'une portée universelle et d'une proximité sans obstacle. Les voici tout près, irreconnaissables, et cependant si familiers, tels qu'auparavant. Ils ont tous les âges de leur vie. La distance des années n'est plus. N'est-ce pas la promesse de la rencontre? Et puis je terminerai avec une autre prière antérieure. C'est celle qu'Alexandre Solzhenitsyn a composée en 1970, le jour même où il a reçu le prix Nobel de littérature. Il y exprime, il y confesse de manière particulièrement condensée la fin qu'il a signée à toute son œuvre, transmettre le reflet de ta lumière. Qu'il m'est aisé de vivre avec toi, Seigneur. Qu'il m'est léger de croire en toi. Quand mon esprit faiblit ou se perd dans l'incompréhensible, quand les plus intelligents ne voient pas au-delà du soir qui tombe et ignorent ce qu'il leur faudra faire demain, tu m'envoies d'en haut la claire certitude que tu es et que tu agiras en sorte que toutes les voies du bien ne soient pas fermées. Au sommet de la gloire terrestre, je me retrouve sur ce chemin que je n'aurais jamais pu découvrir seul. Cet étonnant chemin qui, par-delà le désespoir, m'a conduit là où j'ai pu transmettre à l'humanité le reflet de ta lumière. Et tant qu'il me faudra la refléter, tu m'en donneras le pouvoir. Et tout ce dont je n'aurai pas le temps, c'est que tu l'auras confié à d'autres. Merci de votre attention. Merci infiniment, cher Dominique. Je sais que vous avez dû préparer ça un peu cette semaine. Un peu de matière, mais quand même merci d'avoir laissé au pied levé. Pour information, il y a quelques livres de Solzhenitsyn qui vont vous être
déposés à la sortie, dont l'archipel du Goulag, de manière abrégée, et puis d'autres, dont aussi, si vous n'avez pas été à l'exposition à l'Historial sur Solzhenitsyn, qui était de décembre dernier à juin, il y a le livre de l'exposition qui est en vente au département. Voilà, donc n'hésitez pas. On va passer par le niveau aussi pour demander votre aide pour tout ce programme. Moi, je vais commencer par une question, je me permets. Moi, j'ai eu la grâce de rencontrer Solzhenitsyn à 13 ans, quand il est au Puy du Fou. Je m'en souviens très bien. Et j'ai eu la grâce aussi d'aller sur sa tombe à Moscou, au monastère Donskoï, au moins 40, avec un petit drapeau vendéen dans la neige. Et ma question, pour commencer, ce serait... on parle souvent de la vie d'un homme, d'un grand homme, surtout comme ça, à partir de comment il a vécu sa mort, comment il est mort, comment il est enterré. Vous avez été représentant de la France avec Philippe de Villiers pour les funérailles d'Alexandre Solzhenitsyn le 3 août 2008, si je me souviens bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la mort de Solzhenitsyn, comment il est mort et comment ont été célébrées, ont été vécues ces funérailles pour lui, sa famille, pour la Russie? Comment ça peut nous dire quelque chose en complément de ce que vous avez pu nous dire de tous ces textes, la spiritualité de sa prière? Alors, il est mort, la prière pour les défunts que je vous ai citée tout à l'heure, il a écrit dans la toute dernière partie de sa vie. Et donc, vous avez vu à la fois la gravité et la sérénité qui est la sienne à travers cette poésie. Je pense qu'il a été un peu déçu par la Russie qu'il a retrouvée. Quand il est venu en Vendée, voilà, il avait l'espoir de retrouver une Russie qui allait pouvoir redémarrer sur des bases spirituelles solides. Alors, il s'est beaucoup activé, il a écrit, il a fait beaucoup d'émissions de télévision, mais au fond, il a compris que cette Russie post-communiste avait la tête ailleurs, et qu'en réalité, elle ne rêvait à ce moment-là que de devenir une société de consommation comme les autres. Donc au fond, cette Russie dans laquelle il est revenu très tard, peut-être trop tard, l'a déçu, ce qui m'amène à dire que je crois que son séjour en Vendée a été pour lui un moment court, mais un moment de grande joie, de joie absolument intense. Il sortait d'un exil. Il sortait d'un exil américain qui pour lui a été une période difficile, compliquée. Le KGB l'a pourchassé en permanence. Le KGB a publié de fausses biographies de Solzhenitsyn. Il a éveillé beaucoup de jalousie. Et donc, quand il était en Vendée, il était à la fois heureux de quitter cet exil. Et voilà, il imaginait une Russie dans laquelle il allait pouvoir avoir une influence. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu d'influence. Je veux dire, il a aujourd'hui sa statue au cœur de Moscou. L'archipel du Goulag est au programme des lycéens russes. La fondation Solzhenitsyn à Moscou joue un rôle très, très important. Alors Solzhenitsyn aussi était un homme du temps long, et donc je crois que tout ce qu'il a écrit constitue une réserve, un trésor qui va être à la disposition des générations qui viennent. Sur la cérémonie de sépulture elle-même, c'était évidemment une cérémonie incroyablement émouvante parce que on voyait défiler dans la cathédrale du monastère Donskoï, toutes les gueules cassées du goulag qui avaient survécu et qui venaient chacune déposer une fleur. Donc il y avait un gigantesque
murs de fleurs à la fin de la cérémonie. Et c'était assez extraordinaire de voir que son corps était porté au sortir de la cathédrale par la garde présidentielle russe, le corps de l'ancien bagnard du Goulag. Voilà. Je pense que la profondeur de Solzhenitsyn est telle que, voilà, un jour les Russes le redécouvriront. Alors, question, allez-y, monsieur. Justement, comment il est perçu actuellement en Russie, sous le régime de Poutine? Est-ce qu'il ne dérange pas un peu? Est-ce que c'est toujours enseigné dans toutes les écoles? Pour le moment, il n'y a pas de changement. Il est toujours au programme des lycées. Voilà, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de campagne anti-Solzhenitsyn en Russie aujourd'hui. Simplement, il a un peu disparu du paysage. C'est plutôt ça, la réalité d'aujourd'hui. Il n'y avait pas l'association de mémoire par rapport au Goulag qui a dû être mise en... L'association mémoriale qui a été dissoute. Oui, donc Natalia Solzhenitsyn a pris position contre cette dissolution. Mais la fondation Solzhenitsyn continue à fonctionner sans entrave. Quand on va en Russie aujourd'hui, moi j'y suis allé en 2017 pour les 100 ans de la Révolution, mais il y a énormément donc les églises et les monastères, tout s'était reconstruit et des nouveaux, il y a une spiritualité assez incroyable, mais aussi il y a beaucoup de lieux de mémoire des martyrs. Dans les charniers, il y a des églises construites comme un mémorial sur la tombe, sur les charniers, et c'est impressionnant de voir ça. On voit que ce que voulait aussi Solzhenitsyn a été en partie, moi je ne suis pas un spécialiste, mais a été en partie réalisé dans les lieux de tuerie, de massacre, de goulag. Et aussi à Moscou. Il y a un monument dédié aux victimes du goulag qui a été érigé à Moscou. Alors, ce qui a beaucoup marqué évidemment les Russes, c'est la manière dont il est rentré. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris un avion New York-Moscou. Il est rentré en réalité par la Sibérie, et en Sibérie par la Kolyma, c'est-à-dire l'épicentre du réseau du Goulag. Et il est revenu vers Moscou étape par étape. Je pense que cette période-là a été pour lui une période assez stimulante parce qu'il a été remarquablement accueilli. Il y avait des foules importantes. Voilà. Et puis après, les choses se sont un petit peu dissoutes. Autre question sur Internet? Je suis allée en Ukraine en 2014. Tout le monde croit que la guerre a commencé en 2022, mais c'est faux. Elle a commencé en 2014. Et les Ukrainiens à qui j'ai parlé de la Vendée, certains étaient déjà au courant de l'histoire de la certains Ukrainiens connaissaient déjà l'histoire de la Vendée, et eux se sentent très proches des Vendéens avec tout ce que les Russes leur font vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une petite idée de ce que penserait Solzhenitsyn de la situation actuelle? C'est difficile, toujours difficile de faire parler les morts. Il a, dans les positions qu'il a prises, il était tout à fait hostile à l'impérialisme russe. Et il pensait qu'il fallait impérativement que la Russie donne l'indépendance à toutes ce qu'on appelait les républiques soviétiques d'Asie centrale, y compris le Kazakhstan. Il sait simplement, pour l'Ukraine et la Biélorussie, c'est plus compliqué parce que les liens sont congénitaux. La Russie a été baptisée à Kiev. Quand j'étais en poste à Moscou, la moitié du bureau politique du Parti communiste était ukrainienne. Brejnev était ukrainien, Khrouchtchev était ukrainien,
la moitié des généraux de l'armée rouge étaient ukrainiens. Donc les liens entre Russie et Ukraine étaient considérables. C'est des liens familiaux. Solzhenitsyn avait un grand-père ukrainien. Voilà. Simplement, il disait une chose, il ne faudra jamais que la solution de la guerre est impensable entre Russes et Ukrainiens. Et si jamais il avait déclaré ça, il a dit si jamais par malheur une guerre éclatait entre la Russie et l'Ukraine, j'interdirais à mes fils d'y participer. Je rappelle, je crois qu'il y a une conférence sur l'Ukraine par le général Pinedic le 13 septembre au cinéma Triskel de Luçon. Donc ceux qui veulent parler du conflit Ukraine-Russie, je vous renvoie à cette conférence. Là, on va rester sur Solzhenitsyn, notamment sa vie spirituelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, interventions? Monsieur. Oui, alors, Solzhenitsyn, quand même, il y a un point qu'il faut bien cerner, c'est que c'était on pourrait dire, il était adepte du panslavisme. Autrement dit, c'était un slavophile. Et il partageait effectivement cette philosophie, effectivement, qui est née au XIXe siècle, à l'époque de Nicolas Ier, si je me souviens bien, avec Askov, et il était persuadé effectivement que le monde slave devrait s'unifier un jour. Évidemment pas sous l'égide d'un régime totalitaire, mais malgré tout peut-être sous une forme de fédération. Et bien, au point que je voulais dire à propos de, vous n'avez pas peut-être plus le temps de le voir, dans les années de détention de Solzhenitsyn, c'est qu'il a participé à ce qu'on appelait les charachkas, à savoir effectivement des unités spéciales créées par le NKVD pour essayer de tirer ce qu'il pouvait des scientifiques, des mathématiciens. Solzhenitsyn était, je crois, plutôt physicien, mais donc il a été pendant quelque temps dans une charachka avant de partir, malheureusement pour lui, du côté de Karaganda, c'est-à-dire dans un des camps du Goulag, qui exploitait les mines. Alors, il y a plusieurs étapes. Il a fait à l'intérieur du Goulag plusieurs étapes. Alors, les charachkas faisaient partie du système du Goulag, mais c'était des camps qui réunissaient effectivement des scientifiques, en général d'assez haut niveau, mais qui travaillaient comme des bagnards. C'était exactement le même type de régime. Alors lui a fait quelques années dans une charachka. Il était mathématicien, c'était un scientifique de formation. Et il a été, quand il était au Kazakhstan, interdit de séjour à Moscou, il était professeur de mathématiques dans une petite ville du Kazakhstan. Et d'ailleurs, il a écrit sur son séjour en charachka, il a écrit un de ses romans. Ce que je voudrais, je rebondis sur votre remarque, vraiment pour vous inciter, il faut que vous lisiez l'archipel du Goulag. C'est pas possible, on ne peut pas lire l'archipel du Goulag. Alors, on a la chance d'avoir l'archipel du Goulag au complet, c'est deux gros tomes, mais on a la chance d'avoir aujourd'hui deux versions concentrées de l'archipel du Goulag. Il y en a une qui a été réalisée par son épouse, par Natalia Solzhenitsyn. Avant de mourir, son mari lui a demandé de faire une sélection des passages les plus importants de l'archipel du Goulag. Et ce livre était destiné initialement aux lycéens russes. Alors ce livre, il a été traduit en français, il est disponible. Voilà, c'est pas vraiment une grosse... Il y a 3-4 avant. Voilà, alors précipitez-vous. Il est en poche en plus. Il est en poche, vraiment, il faut lire ça. Et puis, il y a une deuxième édition abrégée qui vient également de sortir... je sais plus, j'avais noté, c'est Georges Nival qui l'a fait, ça s'appelle L'archipel du Goulag 50 ans après. C'est pas très gros non plus, hein, c'est vraiment un bouquin tout à fait, c'est pas 6000 pages, hein,
je vous rassure. C'est vraiment... alors, c'est assez intéressant parce que Natalia Solzhenitsyn a choisi certains passages, d'autres ont été choisis dans l'autre volume, mais l'un et l'autre sont passionnants parce que vraiment vous avez de grandes articulations de l'archipel qui sont là. Il faut lire ça, il faut plonger dedans. Enfin, il n'y a pas un livre comme ça qui a joué un rôle historique pareil. Il faut vraiment avoir lu l'archipel, c'est un devoir. Si vous avez l'occasion, il y a aussi une très bonne biographie par une autre russe, je ne me souviens plus son nom, que j'ai lu, qui fait à peu près 800 pages, mais sa vie est un roman. La vie des Solzhenitsyn est un roman. Ça se lit de manière extraordinaire, et là on découvre toutes ces subtilités. J'avais peut-être une dernière question. Vous avez parlé des miracles, sa vie spirituelle, le tournant du camp et de l'exil. Vous avez évoqué un peu rapidement son cancer. Je ne sais pas si le pavillon du cancéreux, mais comment vous pouvez dire, parce que ce cancer, c'est aussi, dans sa logique de destinée, d'une mission à accomplir, a joué un rôle important, je pense. Tout à fait. Alors ça, c'est absolument essentiel. Le fait qu'il ait survécu à un cancer, on lui avait dit, enfin, vous êtes perdu, vous en avez pour quelques semaines. C'était vraiment quelque chose d'absolument irrémédiable. Il s'était préparé à la mort, et voilà, miraculeusement, tout s'est arrêté. Il y a vu véritablement un miracle qui lui a confirmé voilà, qu'une destinée lui était offerte. C'était effectivement de devenir le porte-parole de tout ce peuple des prisonniers du Goulag. Le fait qu'il ait été guéri du cancer vraiment a confirmé très profondément sa vocation. Mais vous avez raison, Alexandre, sa vie est un roman, et la manière dont il a écrit le Goulag, c'est inimaginable. Il l'écrit dans sa tête, puisque évidemment, quand il est au Goulag, c'est impossible d'écrire quoi que ce soit. Donc il apprend par cœur, en réalité, ce qu'il crée. Et alors ensuite c'est inouï. La manière dont le texte est mis au point, il crée donc un réseau de ce qu'il appelle des invisibles, un réseau qui sera très étanche pour échapper au contrôle du KGB. Donc la frappe dactylographie sera répartie. Il y aura plusieurs exemplaires qui seront faits, qui seront cachés. Le microfilmage de la même façon sera réparti. Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, l'un de ces invisibles est repéré par le KGB. C'est une femme, elle est torturée. Elle avoue avoir un exemplaire de l'archipel du Goulag parce qu'elle n'avait pas suivi les instructions Solzhenitsyn, qui avait dit une fois que le rôle que vous avez joué, vous détruisez naturellement tout ce que vous avez. Elle a trouvé que ce texte était tellement inouï qu'elle a voulu le garder. Le KGB s'en saisit, et à partir du moment où Solzhenitsyn voit que l'archipel du Goulag est entre les mains du KGB, c'est à ce moment-là qu'il donne l'ordre au manuscrit qu'il a fait passer en France de le sortir. Et l'un des titres de gloire de la France, c'est que l'archipel du Goulag en russe est sorti en France et qui a été imprimé dans des conditions absolument rocambolesques. Il fallait évidemment trouver une imprimerie qui dispose de caractères cyrilliques. Sans CGT. Il fallait travailler la nuit pour échapper aux ouvriers du livre syndiqués à la CGT très, très proche du Parti communiste. Ça a été une prouesse, la sortie de l'archipel du Goulag. Vraiment, c'est un thriller. Avec des beaux sujets de film, en plus d'un livre. Écoutez, un grand merci, on peut vous applaudir encore, chers collègues, pour la conférence. Merci infiniment. Juste vous dire des petites choses, même si je ne suis plus curé ici officiellement, mais il y a un très beau film, un documentaire espagnol sur la vie monastique qui est proposé par la paroisse lundi soir au ciné Triskel à 19h. Ça s'appelle Libre. La bande-annonce est merveilleuse. Si vous avez l'occasion, allez le voir. À 19h lundi soir, Libre, au cinéma Triskel de Luçon. Donc le général Benedict fait une conférence sur
le conflit en Ukraine vendredi prochain. Je ne sais pas l'heure par contre. 19h au cinéma Triskel également, donc on travaille en bonne entente. Et puis, 2 dernières conférences de l'année. Pour la fête paroissiale, le dimanche 29 septembre à 15h, Nathalie Saraco, une rescapée de mort imminente, qui vient donner un témoignage très très fort, très poignant. Voilà. Et puis, ça se terminera avec le général Binendi, qui a travaillé longtemps en Israël, sur le conflit israélo-palestinien. Et ça, c'est le 30 octobre à 20h30. Voilà pour cette proposition. On est plutôt sur la fin. Voilà, en tout cas, un grand merci. On va terminer en beauté parce que le sujet est passionnant. Et ce que je vous invite, c'est à se mettre debout pour terminer par une petite prière et se confier. La prière de la Vierge Marie dont nous fêterons la Nativité dimanche. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne soirée à tous.